Avez-vous déjà vu l'âme de quelqu'un se briser sous vos yeux pour la voir se reconstruire plus forte que l'acier dès le lendemain? Le vent d'automne charriait des feuilles mortes devant les fenêtres de l'école primaire Victor Hugo, où Lucas Dubois, 12 ans, était figé sur sa chaise, sentant chaque regard de la classe le transpercer comme des aiguilles brûlantes. Ses doigts foncés serraient une feuille de cahier si fort que ses phalanges étaient devenues blanches, la sueur de ses paumes imprégnant lentement la feuille froissée. Sur ce papier, dessiné avec la précision minutieuse d'un enfant qui osait rêver au-delà de sa condition, se trouvait une esquisse d'un hélicoptère Apache, ses rotors figés en pleine rotation, son corps penché vers un ciel infini. Monsieur Martin se tenait devant la pièce, les bras croisés sur la poitrine, ses lèvres tordues en quelque chose qui aurait pu être un sourire si les sourires pouvaient trancher. Les néons du plafond bourdonnaient comme des insectes en colère, projetant des ombres dures sur son visage marqué par le temps. Il enseignait en 6e depuis 23 ans. Et pendant tout ce temps, il avait développé un talent particulier pour savoir exactement quels mots frapperaient comme des pierres. Alors, mettons les choses au clair, dit Monsieur Martin, sa voix portant cette douceur sirupeuse que les enseignants emploient quand ils sont sur le point d'humilier quelqu'un devant toute la classe. Il marcha lentement entre les rangées de pupitres, ses chaussures claquant sur le sol en lino à chaque pas délibéré. « Tu es là, devant tous tes camarades de classe, à nous raconter que ton papa pilote des hélicoptères militaires pour l'armée américaine ?» La gorge de Lucas était comme bourrée de coton. Il réussit à hocher légèrement la tête, incapable de prononcer le moindre mot. Autour de lui, il entendait les murmures commencer, les rires à peine retenus, les frottements de pieds et les bruissements de papier qui précédaient toujours quelque chose de terrible. « Parle plus fort, mon garçon, » dit Monsieur Martin, s'arrêtant juste à côté du pupitre de Lucas. « On ne t'entend pas d'ici, dans le monde réel. »« Oui, monsieur » réussit à articuler Lucas d'une voix rauque, à peine plus qu'un murmure. « Mon père, c'est un pilote. Il pilote. »« Il pilote des hélicoptères » interrompit Monsieur Martin, sa voix soudainement perçante, coupant les mots de Lucas comme des ciseaux dans du papier de soie. « Bien sûr, et je suppose qu'ensuite tu vas nous dire que ta maman est astronaute et que ton grand frère est quarterback pour les Dallas Cowboys. » La classe éclata de rire, le son submergeant Lucas comme une vague de honte brûlante. Il pouvait voir Chloé Martin couvrir sa bouche de sa main, ses épaules secouées. Hugo Leclerc riait si fort qu'il devait essuyer les larmes de ses yeux. Même la discrète Manon Dubois, qui restait habituellement seule, souriait derrière son manuel. Lucas voulait s'enfoncer dans le sol, disparaître dans la terre sous l'école, se réveiller et découvrir que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais il resta figé sur sa chaise, le dessin de l'hélicoptère se froissant davantage dans sa poigne, ses lignes soigneusement tracées, maintenant déformées par ses empreintes digitales moites et la pression de son désespoir. « Tu sais quel est ton problème ?» dit Monsieur Martin, se penchant si près que Lucas pouvait sentir le café de son haleine, pouvait voir les petites veines rouges qui s'étendaient comme une toile d'araignée sur le blanc de ses yeux. Tu passes tellement de temps à inventer ces histoires ridicules, à imaginer ces vies fantaisistes, que tu oublies de te concentrer sur la réalité. Tu oublies d'étudier, tu oublies de faire tes devoirs, tu oublies qu'il y a un monde réel ici dehors qui n'a que faire de tes petits contes de fées. Il arracha le dessin des mains de Lucas avant que le garçon ne puisse réagir, le tenant à la lumière comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction dans un procès. L'hélicoptère, avec son corps métallique soigneusement ombré et ses pales de rotor précisément mesurées, tournait lentement dans la main de Monsieur Martin. « Regardez ça, la classe !» annonça-t-il, tournant lentement sur lui-même pour que tout le monde puisse voir. « C'est de ça que je parle. C'est ce qui arrive quand vous laissez votre imagination s'emballer au lieu de vous concentrer sur les bases. Vous vous retrouvez avec des rêves aussi réalistes que de gagner au loto. » Il laissa tomber le dessin sur le pupitre de Lucas d'un mouvement de poignet dédaigneux.
Les garçons comme toi, dit-il, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure, destiné uniquement aux oreilles de Lucas, mais parvenant d'une manière ou d'une autre à tous les coins de la salle de classe silencieuse, les garçons de ton quartier, avec ta situation, avec ton milieu, on ne devient pas pilote. Il faut se fixer des objectifs réalistes. Peut-être que tu pourrais travailler un jour à l'aéroport, faire le plein des avions, charger les bagages, c'est plus de ton niveau. La sonnerie retentit, son cri strident déchirant l'atmosphère lourde de la classe. Les élèves sautèrent de leurs chaises comme s'ils avaient été libérés de cage, attrapant leur cartable et se précipitant vers la porte, impatients de s'échapper vers la liberté du soleil de l'après-midi. Mais Lucas resta assis, les mains à plat sur son pupitre, fixant le dessin froissé qui semblait maintenant le narguer de son optimisme. « Monsieur Dubois », appela Monsieur Martin alors que les derniers élèves passèrent la porte. « J'attends tes devoirs de maths sur mon bureau dès demain matin. Et cette fois, je veux voir un vrai travail, pas d'autres rêveries. Compris ? »« Oui, monsieur », murmura Lucas dans le vide. Il rentra seul cet après-midi-là, prenant le chemin le plus long à travers le parc pour éviter les autres enfants de l'école. Le soleil d'octobre était bas dans le ciel, peignant tout de nuances d'ambre et d'or. Mais Lucas le remarqua à peine. Il gardait le dessin plié dans sa poche, trop honteux pour le regarder, trop têtu pour le jeter. Sa maison se trouvait au bout de l'avenue des Tilleuls, une modeste maison à 2 étages avec de la peinture bleue écaillée et une clôture en grillage qui avait désespérément besoin d'être réparée. La voiture de sa mère était dans l'allée. Elle était rentrée avant lui de son service à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière. Lucas pouvait voir sa silhouette bouger derrière la fenêtre de la cuisine, probablement en train de préparer le dîner, probablement en se demandant pourquoi il était en retard. Il s'assit sur les marches du perron, au lieu d'entrer, sortant le dessin de sa poche et le lissant soigneusement sur son genou. Dans la lumière déclinante, il pouvait à peine distinguer les détails qu'il avait passé des heures à perfectionner. L'angle du rotor de queue, la forme précise de la verrière du cockpit, le minuscule drapeau américain qu'il avait ajouté sur le côté du fuselage. Son père lui avait envoyé cette référence de dessin de l'étranger, accompagnée d'une lettre décrivant sa dernière mission d'entraînement. Lucas avait lu cette lettre tellement de fois qu'il en avait mémorisé chaque mot, chaque description de son vol à travers les nuages, de la façon dont l'hélicoptère répondait à son toucher, comme une extension de son propre corps, de servir quelque chose de plus grand que soi. Mais maintenant, assis dans la lumière déclinante, la honte brûlant dans sa poitrine, Lucas se demanda si M. Martin avait raison. Peut-être que les garçons comme lui ne devenaient pas pilotes. Peut-être que le ciel était réservé à d'autres, des gens qui venaient de quartiers différents, des gens qui avaient l'air différents, des gens dont les professeurs souriaient à leurs rêves au lieu de les écraser. Lucas. La voix de sa mère parvint de l'entrée derrière lui. « Chérie, le dîner est presque prêt. Tu viens ?»« Dans 1 minute, maman, » appela-t-il en retour, sa voix ferme, même si ses mains tremblaient encore. Cette nuit-là, Lucas était allongé dans son lit étroit, fixant le plafond où il avait collé des dizaines de photos d'hélicoptères et d'avions de chasse. Sa mère lui avait posé des questions sur l'école, et il avait menti, dit que tout allait bien, car que pouvait-il dire d'autre? Comment pouvait-il expliquer le poids des mots de M. Martin, la façon dont il s'était installé dans sa poitrine comme des pierres? Comment pouvait-il lui faire comprendre qu'il avait l'impression de se noyer dans une pièce pleine d'air? Il ne savait pas que 2700 kilomètres plus loin, son père lisait un email de la mère de Lucas. Ces mots soigneusement choisis, mais impossibles à mal interpréter. Il ne savait pas que son père était assis dans ses quartiers à la base militaire, sa mâchoire serrée, ses mains crispées en poing, préparant quelque chose qui allait ébranler les fondations de l'école primaire Victor Hugo. Le lendemain matin arriva avec un ciel si clair et bleu qu'il semblait avoir été peint. Lucas s'habilla lentement, redoutant le chemin de l'école, redoutant le moment où il devrait retourner dans la classe de M. Martin et faire face à une autre journée d'humiliation silencieuse. Sa mère embrassa son front au petit déjeuner,
le serrant un instant de plus que d'habitude, ses yeux portant un secret qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Passe une bonne journée à l'école, mon chéri, » dit-elle doucement, « et souviens-toi, tu es exactement qui tu es censé être. Ne laisse personne te dire le contraire. » Lucas suivit le chemin familier vers l'école Victor Hugo, son cartable lourd de livres qu'il n'avait pas ouverts, de devoirs qu'il n'avait pas terminés. Le soleil du matin semblait trop éclatant, trop joyeux, comme s'il ne comprenait pas que tout allait mal. D'autres enfants le dépassaient sur le trottoir, certains riant, d'autres parlant, tous existant dans un monde où les professeurs n'écrasaient pas les rêves avant la pause déjeuner. Il était à 3 pâtés de maison de l'école quand il l'entendit. Au début, ce n'était qu'un grondement lointain, comme le tonnerre roulant de loin. Mais ce tonnerre ne s'estompa pas. Il devint plus fort, plus profond, jusqu'à ce que Lucas puisse le sentir vibrer dans sa poitrine, dans ses os, sous la plante de ses pieds. Il arrêta de marcher, sa tête penchée vers le ciel d'un bleu impossible, cherchant la source de ce son magnifique. D'autres personnes s'étaient arrêtées aussi. Madame Leclerc était debout dans son jardin, son tuyau d'arrosage oublié à la main, l'eau s'accumulant autour de ses pieds. Le vieux monsieur Dubois était sorti sur son porche, protégeant ses yeux d'une main burinée. Des enfants en chemin vers l'école s'étaient figés sur le trottoir, leur conversation s'éteignant en plein milieu de phrases, alors qu'ils levaient tous les yeux, cherchant, se demandant. Et puis Lucas le vit. Il surgit du ciel de l'Est comme sorti d'un rêve. Un hélicoptère Black Hawk massif, son corps sombre, fendant l'air du matin, avec une grâce qui ne devrait pas être possible pour quelque chose d'aussi grand, d'aussi puissant. Le souffle des rotors souleva de la poussière et des feuilles mortes, fit virevolter de petits débris dans la rue, fit danser et balancer les branches des arbres. Le son était écrasant, magnifique, une force physique qui semblait faire vibrer le monde entier. Lucas resta figé sur le trottoir, la bouche ouverte, ses yeux rivés sur cette magnifique machine, alors qu'elle descendait de plus en plus bas, jusqu'à ce qu'elle plane juste au-dessus de la rue, à seulement 50 mètres de l'endroit où il se tenait. Et puis, avec le genre de précision qui ne vient qu'après des années d'entraînement et une maîtrise absolue, il se posa, juste devant la maison de Monsieur Martin. La rue était devenue un fleuve de gens. Des voisins sortaient de leur maison, des enfants couraient de toutes parts, des voitures s'arrêtaient au milieu de la route alors que les conducteurs en sortaient pour voir ce qui se passait. Lucas se fraya un chemin à travers la foule, son cœur battant si fort qu'il pensait que ses côtes allèrent se briser, se dirigeant vers cet hélicoptère comme s'il était tiré par des ficelles invisibles. Monsieur Martin sortit en trombe de sa porte d'entrée, le visage rouge, les cheveux en bataille, ressemblant à un homme réveillé d'un sommeil profond par un tremblement de terre. Il portait un jogging et un vieux t-shirt pieds nus, son expression un mélange d'indignation et de confusion. « Mais qu'est-ce que » commença-t-il à crier, mais ses mots furent engloutis par le rugissement des moteurs de l'hélicoptère. La porte latérale du Black Hawk s'ouvrit avec une précision mécanique fluide. Et puis, comme quelque chose tiré d'un film que Lucas avait regardé 100 fois dans son imagination, une silhouette émergea des ombres de l'intérieur de l'hélicoptère. Le capitaine Antoine Dubois mesurait 1,88 m, les épaules larges, la posture parfaite. Chaque parcelle de lui rayonnait du genre d'autorité tranquille qui vient de diriger des hommes et des femmes dans des situations où les erreurs signifiaient la mort. Sa combinaison de vol était impeccable malgré des heures dans le cockpit, son casque calé professionnellement sous son bras gauche, sa poitrine décorée de rubans et de médailles qui captaient le soleil du matin et le renvoyaient en éclats de couleurs. Il était noir, d'un noir profond, magnifique, et il portait sa peau comme une armure, comme une fierté, comme une déclaration de tout ce que le professeur de Lucas avait dit être impossible. « Papa » souffla Lucas, le mot à peine audible au-dessus du vrombissement mourant des moteurs de l'hélicoptère.
Les bottes du capitaine Dubois heurtèrent le trottoir avec des bruits sourds qui semblaient résonner dans la rue silencieuse. Il marcha vers M. Martin d'un pas délibéré et mesuré qui suggérait qu'il avait tout le temps du monde, qu'il n'avait nulle part ailleurs où être, rien de plus important que ce moment. Ses yeux, cachés derrière des lunettes d'aviateur qui reflétaient les visages stupéfaits de la foule, ne quittèrent jamais le professeur, sous le choc, debout dans son propre jardin. « Monsieur Martin, » dit le capitaine Dubois, sa voix coupant le murmure de la foule comme une lame. Il ne cria pas, il n'en avait pas besoin. L'autorité dans son ton fit que les gens se penchèrent en avant, retinrent leur souffle, s'efforçant d'entendre chaque mot. « Je crois que vous enseignez à mon fils. » La bouche de M. Martin s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson se noyant dans l'air. Ses yeux passèrent du pilote à l'hélicoptère, puis à la foule grandissante de voisins et d'élèves, tous enregistrant ce moment sur leur téléphone, tous témoins de quelque chose dont on parlerait pendant des années. C'est très inhabituel, balbutia M. Martin, essayant de retrouver un terrain solide dans un monde qui avait soudainement basculé sous ses pieds. Inhabituel ? Le capitaine Dubois enleva ses lunettes de soleil d'un mouvement lent et délibéré, révélant des yeux durs comme la pierre. « Vous voulez parler d'inhabituel ? Parlons de ce qui s'est passé dans votre classe hier. Parlons de la façon dont vous avez humilié un garçon de 12 ans devant ses camarades. Parlons de la façon dont vous avez dit à mon fils que les garçons comme lui ne volent pas, que ses rêves étaient des contes de fées, que son milieu le rendait inférieur. » La foule se pressa, une inspiration collective ondulant à travers elle. Lucas vit des enfants de sa classe, Chloé, Hugo, Manon, tous fixant la scène, les yeux écarquillés, leur téléphone levé, capturant chaque seconde. Il vit Madame Leclerc laisser tomber complètement son tuyau d'arrosage, l'eau oubliée. Il vit sa mère se frayer un chemin à travers la foule, les yeux brillants de larmes, sa main tendant vers son épaule. J'essayais simplement d'encourager des attentes réalistes, dit M. Martin, mais sa voix avait perdu de sa certitude, était devenue petite et défensive. Les enfants doivent comprendre les limites pratiques. Limites pratiques, répéta le capitaine Dubois, et maintenant, il y avait du feu dans sa voix, contrôlé mais brûlant sous la surface. Laissez-moi vous parler des limites pratiques, monsieur Martin. J'ai grandi dans un quartier très similaire à celui-ci. J'ai eu des professeurs qui me regardaient et voyaient des limitations. J'ai eu des gens qui m'ont dit que le ciel n'était pas pour les garçons qui me ressemblaient. Et vous savez quoi? J'ai prouvé à chacun d'eux qu'ils avaient tort. Il fit un geste vers le Black Hawk, sa forme massive dominant la rue, sa présence indéniable. Cette machine pèse 5000 kilos. Elle peut transporter 11 soldats prêts au combat en territoire hostile. Elle peut voler à des vitesses dépassant les 290 km/h. Et je l'ai pilotée dans des conditions qui feraient passer votre pire cauchemar pour un rêve agréable. J'ai évacué des soldats blessés sous le feu ennemi. J'ai livré de l'aide humanitaire dans des zones sinistrées. J'ai servi ce pays pendant 15 ans et je l'ai fait avec honneur. Le capitaine Dubois fit un pas de plus vers M. Martin, sa voix baissant mais ne perdant rien de son intensité. Chaque personne dans ce cockpit est différente, monsieur Martin. Nous venons de milieux différents, de quartiers différents, de situations différentes. Noirs, blancs, hispaniques, asiatiques. Cela n'a pas d'importance quand nous volons. Quand nous sommes en l'air, nous ne sommes pas définis par la couleur de notre peau ou nos codes postaux. Nous sommes définis par notre compétence, notre courage, notre engagement envers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le professeur s'était reculé contre sa propre porte d'entrée, pressé contre le bois, le visage vidé de toute couleur. Autour d'eux, la foule avait grossi jusqu'à inclure ce qui ressemblait à la moitié du quartier. Lucas pouvait voir des gens filmer depuis leur Porsche, pouvait entendre le clic et le vrombissement des téléphones portables capturant ce moment sous tous les angles. « Vous devez des excuses à mon fils », dit le capitaine Dubois. «
sa voix portant à travers la rue silencieuse. Et vous devez à chaque élève de votre classe un meilleur exemple de ce que signifie être un éducateur. Parce qu'en ce moment, tout ce que vous leur enseignez, c'est le préjugé. Tout ce que vous leur enseignez, c'est qu'il est acceptable d'écraser les rêves de quelqu'un en fonction de la couleur de sa peau ou de son origine. Et cela, Monsieur Martin, est une leçon que ce pays ne peut plus se permettre. Le silence qui suivit fut absolu, rompu seulement par le doux cliquetis des moteurs de l'hélicoptère en refroidissement et le murmure du vent à travers les arbres. Lucas sentit la main de sa mère se serrer sur son épaule, sentit le poids de chaque regard dans la foule se déplaçant entre le pilote et le professeur, attendant de voir ce qui allait se passer. Les lèvres de Monsieur Martin bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Il essaya de nouveau, réussit un faible « je m'excuse », mais les mots sonnaient creux, forcés, moins comme un remords sincère et plus comme un homme essayant d'échapper à une situation qui avait échappé à son contrôle. Le capitaine Dubois le fixa un long moment, et Lucas pouvait voir sa mâchoire travailler, pouvait le voir peser s'il devait insister davantage ou laisser ce moment parler de lui-même. Finalement, il secoua la tête. Un geste de déception plus cinglant que n'importe quel mot n'aurait pu l'être. « Ces excuses ne sont pas pour moi, » dit-il doucement. « Elles sont pour mon fils. Et pour chaque autre enfant que vous avez regardé et jugé pas assez bien. » Il se tourna alors, ses yeux trouvant Lucas dans la foule. Son expression s'adoucit, les lignes dures de sa tenue militaire cédant la place à quelque chose de plus chaleureux. Quelque chose qui fit que la poitrine de Lucas lui fit mal d'un mélange de fierté et de soulagement si intense qu'il crut qu'il allait éclater. « Viens ici, mon garçon, » dit le capitaine Dubois, tendant la main. Lucas se fraya un chemin à travers la foule, comme s'il flottait, ses pieds touchant à peine le sol. Quand il atteignit son père, ses bras puissants le serrèrent contre lui, et Lucas enfouit son visage dans la poitrine de son père, respirant l'odeur familière du tissu de combinaison de vol et de carburant d'aviation et de quelque chose d'autre, quelque chose qui sentait juste papa, comme la maison, comme la sécurité. « Tu as bien fait » murmura son père dans ses cheveux, assez doucement pour que seul Lucas puisse l'entendre. « Tu as dit la vérité même quand c'était difficile. Voilà à quoi ressemble le courage. C'est ça, être pilote. Avoir le courage de voler même quand les gens te disent que tu ne peux pas. » Derrière eux, la foule éclata. Pas de rire cette fois, mais des applaudissements. Cela commença avec une personne. Lucas pensa que c'était peut-être Madame Leclerc, puis se répandit comme une traînée de poudre, tout le monde applaudissant, acclamant, certaines personnes poussant des hurrahs et des sifflements. Les enfants de la classe de Lucas criaient son nom, leur voix remplie de quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Lucas! Lucas! Lucas !» exclamation marque. Son père le tint à bout de bras, le regardant avec des yeux qui brillaient de fierté. « Tu as toujours ce dessin ?» demanda-t-il. Lucas hocha la tête, sortant le papier froissé et taché de sueur de sa poche. Son père le prit doucement, le lissant de doigts précautionneux, étudiant l'hélicoptère que Lucas avait dessiné avec tant d'espoir et de précision. « C'est vraiment bien, » dit-il sérieusement. « L'angle du rotor est parfait, et tu as la configuration de la queue exactement comme il faut. Tu as étudié. »« Je veux voler comme toi, » dit Lucas, et cette fois sa voix ne trembla pas, ne vacilla pas. Cette fois, il le dit assez fort pour que tout le monde l'entende. « Je veux être pilote, je veux servir mon pays. » Le capitaine Dubois sourit, et ce fut comme le soleil perçant les nuages. « Alors tu le feras, » dit-il simplement, « parce que le ciel ne se soucie de rien d'autre que de savoir si tu as le courage de l'atteindre. Et mon garçon, tu as plus de courage que la plupart des hommes adultes avec qui j'ai servi. » Il fit un geste vers le Black Hawk, son corps noir brillant sous le soleil du matin. « Tu veux voir l'intérieur ?» Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Autour d'eux, d'autres enfants se pressèrent, tous voulant voir, voulant faire partie de ce moment. Le capitaine Dubois fit un signe de tête à son copilote, qui montait la garde discrètement à la porte de l'hélicoptère,
Et soudain, des enfants affluèrent vers la machine massive, leurs mains tendant pour toucher la peau métallique, leurs voix s'élevant en questions excitées. Mais le capitaine Dubois garda une main sur l'épaule de Lucas, le guidant vers le cockpit, le soulevant pour qu'il puisse voir l'éventail déroutant d'instruments, d'interrupteurs et de commandes. « C'est ici que la magie opère », dit-il. Chacun de ces instruments doit fonctionner parfaitement ensemble. Il ne s'agit pas seulement de voler, il s'agit de précision, de discipline, de travail d'équipe, de ne jamais abandonner même quand les choses deviennent difficiles. Lucas absorbait tout, ses mains planant au-dessus des commandes sans les toucher, son esprit essayant de mémoriser chaque détail. À travers la verrière du cockpit, il pouvait voir M. Martin toujours debout dans son jardin, l'air plus petit d'une certaine manière, diminué. Leurs regards se croisèrent un instant, et Lucas y vit quelque chose. Peut-être de la honte, peut-être du regret, peut-être juste la prise de conscience inconfortable qu'il s'était trompé. Mais Lucas réalisa qu'il n'avait plus besoin de l'approbation de M. Martin. Il avait la main de son père sur son épaule, avait cette magnifique machine autour de lui, avait la preuve juste devant lui que les rêves n'étaient pas des contes de fées, mais des promesses attendant d'être tenues. Finalement, le capitaine Dubois dut partir. Le devoir l'appelait. Il était attendu à la base, avait des responsabilités qui ne pouvaient pas attendre, même pour des moments comme ceux-ci. Mais avant de remonter dans le cockpit, avant de démarrer ses moteurs puissants une fois de plus, il s'agenouilla devant Lucas, les mettant face à face. « Écoute-moi, mon garçon, » dit-il, ses mains sur les épaules de Lucas. « Il y aura toujours des gens qui te regarderont et décideront ce que tu ne peux pas faire avant même que tu n'essaies. Il y aura toujours des voix te disant de rêver plus petit, de viser plus bas, d'accepter des limitations qui n'ont rien à voir avec qui tu es vraiment. Et tu sais ce que tu fais quand tu entends ces voix ? »« Quoi ?» murmura Lucas. « Tu voles quand même !» dit son père avec ferveur. « Tu travailles plus dur, tu étudies plus, tu vas plus loin. Tu leur prouves qu'ils ont tort non pas avec des mots, mais avec des actes. Tu deviens si indéniablement excellent qu'ils n'ont d'autre choix que de lever les yeux et de te voir t'envoler. » Il serra Lucas une fois de plus contre lui. « Le ciel appartient à tout le monde, Lucas. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Et puis il remonta dans l'hélicoptère, son copilote scellant la porte, les moteurs rugissant à nouveau avec ce magnifique grondement qui fit vibrer toute la rue. Lucas recula avec sa mère, regardant le Black Hawk décoller, s'élevant en douceur dans ce ciel bleu parfait, montant de plus en plus haut jusqu'à n'être qu'un point sombre contre les nuages, jusqu'à n'être qu'un souvenir, une promesse et un rêve qui avaient été validés aux yeux de tous. La foule se dispersa lentement, les gens retournant à leur maison, leurs voitures et leurs routines matinales interrompues. Mais l'énergie demeurait, crépitant dans l'air comme de l'électricité. Des enfants entourèrent Lucas, tous parlant à la fois, posant des questions, voulant tout savoir. Et pour la première fois de ce qui semblait une éternité, Lucas se tenait droit, les épaules en arrière, la tête haute, leur répondant avec une confiance qu'il pensait que M. Martin lui avait arrachée, mais qui n'attendait en fait que le bon moment pour émerger. M. Martin avait disparu dans sa maison, la porte fermée à clé, les stores baissés. Mais Lucas savait que l'homme avait entendu chaque mot que son père avait prononcé, avait vu la preuve planant au-dessus de son propre jardin. Et plus important encore, tout le monde l'avait vu aussi. Il l'avait enregistré, le partagerait, s'en souviendrait. L'histoire se répandrait dans l'école comme une traînée de poudre, deviendrait une légende. Cet après-midi-là, Lucas entra dans la classe de M. Martin la tête haute. Les autres élèves le regardaient avec des yeux nouveaux, avec respect, avec curiosité, avec le genre d'attention habituellement réservé aux célébrités. M. Martin se tenait devant la pièce, le visage soigneusement neutre. Mais Lucas vit la façon dont ses mains tremblaient légèrement alors qu'il arrangeait des papiers sur son bureau. « La classe », dit M. Martin, sa voix tendue. « Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui,
J'ai quelque chose à dire. » La pièce devint silencieuse, tout le monde se tournant pour le regarder. « Je dois des excuses à quelqu'un dans cette pièce, » continua-t-il, et Lucas le vit déglutir difficilement, vit le coup de ces mots écrits sur son visage. « Lucas Dubois, j'ai eu tort hier. J'ai eu tort de rejeter tes rêves, tort de t'humilier, tort de suggérer que ton milieu déterminait ton avenir. Ton père est clairement un homme exceptionnel, et tu as tout le droit d'aspirer à suivre ses traces. Ce n'étaient pas les excuses les plus gracieuses du monde. Elles n'étaient de pas prononcées avec beaucoup de chaleur ou de remords sincères, mais c'était public, et c'était une reconnaissance. Et c'était plus que ce que Lucas n'avait jamais espéré recevoir. « Merci, monsieur, » dit Lucas doucement, et il le pensait. Les semaines qui suivirent changèrent tout. Lucas se retrouva au centre de l'attention d'une manière à la fois merveilleuse et écrasante. Son dessin de l'hélicoptère n'était plus caché dans sa poche, mais affiché sur le tableau d'affichage du couloir principal. Un rappel pour tous ceux qui passaient de ce matin extraordinaire. D'autres enfants commencèrent à apporter leurs propres rêves à l'école, les partageant ouvertement, encouragés par l'exemple de Lucas à viser des choses qu'ils avaient gardées secrètes auparavant. Monsieur Martin ne retrouva jamais tout à fait son ancienne autorité. Oh, il enseignait toujours la classe, donnait toujours des devoirs et des examens, mais quelque chose de fondamental avait changé dans la façon dont les élèves le voyaient. Ils étaient plus disposés à questionner, plus prêts à se défendre, moins enclins à accepter des limitations juste parce qu'un adulte le disait. Et Lucas continua de dessiner. Il dessinait des hélicoptères et des avions de chasse et des avions cargo. Il étudiait l'aérodynamique et la physique et les mathématiques, non pas parce que quelqu'un l'y forçait, mais parce que chaque calcul le rapprochait un pas de ce rêve. Son père appelait chaque semaine de partout où l'armée l'envoyait, et il parlait de voler, de courage, de ce que signifiait servir quelque chose de plus grand que soi. Des années plus tard, quand Lucas Dubois se tiendrait à sa propre remise de diplôme de l'école de pilotage, quand il recevrait ses propres ailes et son propre grade d'officier, quand il traverserait cette scène en tant qu'officier et pilote fraîchement breveté, il repenserait à ce matin où un hélicoptère Black Hawk avait atterri dans une rue de banlieue et avait tout changé. Il se souviendrait des mots de son père, « Le ciel appartient à tout le monde », et il saurait avec une certitude absolue que certains rêves ne meurent pas quand les gens essaient de les écraser. Parfois, ils apprennent juste à voler plus haut.